Bonjour à tous. Alors, on commence avec un petit écho. On va essayer de couper les micros chez nous. Je crois que c'est bon. J'espère que vous m'entendez correctement. Bienvenue dans ce webinaire de l'Europe des communes. Donc, je suis Pierre Loec, chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. Parce que la Commission européenne, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, a des équipes aussi dans les États membres, à Paris et à Marseille. Et à Marseille, on a développé, encore une fois, si vous êtes là, c'est qu'a priori vous connaissez nos activités, mais on a développé un pôle territorial autour de cette idée d'Europe des communes, avec une boîte à outils pour communiquer vraiment l'Europe spécifiquement à destination des collectivités locales et notamment des communes, des intercos, également des départements. Donc c'est dans cette logique que s'inscrit ce webinaire. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur les usages numériques. Le numérique, c'est une des deux très grandes priorités de cette commission dont le mandat s'achève bientôt avec les nouvelles élections en ligne de mire l'année prochaine. La transition écologique, énergétique et la transition numérique qui sont vues comme allant de pair. Alors le numérique, ça a évidemment un volet qui peut paraître un peu plus lointain, un peu plus bruxellois autour de la réglementation, de la législation. Vous avez sans doute entendu parler de tout ce qu'on fait, qu'on est en train de développer pour réglementer les plateformes en ligne, les GAFAM, etc. Ça, c'est un volet évidemment qui est très important. Mais le numérique, ça a aussi, dans la logique européenne, un volet beaucoup plus concret et qui a vocation à intéresser sur le terrain, dans les territoires, les communes. Et l'Europe, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, accompagne de manière très pratique et très concrète les communes dans des projets, bon, évidemment, d'infrastructure aussi, de déploiement du numérique dans les zones qui sont peu couvertes, mais aussi dans le développement de nouveaux usages numériques qui peuvent être un très grand levier de développement pour vos territoires. Alors, très rapidement, a priori, encore une fois, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à au moins un des sujets qui recoupent les problématiques de numérique. Mais ça peut vous permettre de développer vos villes vertes, d'avoir un peu d'innovation pour accompagner vos projets de mobilité douce, vos projets d'éclairage urbain, vos projets de gestion des déchets. Vous pouvez également être porteur de projets d'inclusion par le numérique, de développement des compétences, que ce soit dans vos écoles primaires, que ce soit avec des publics, je ne sais pas, plus âgés, qui sont un peu plus éloignés du numérique. Vous pouvez également avoir des projets d'utilisation du numérique pour développer votre économie locale. Ça peut être des applications pour développer le tourisme si vous êtes une zone touristique. Ça peut être le développement des usages numériques dans vos commerces locaux, dans vos centres-villes. Ça peut être évidemment soutenir vos infrastructures de santé localement via par exemple le développement des téléconsultations et des maisons de santé. Et bien sûr, il y a tout un volet administration en ligne, relation avec les usagers, relation avec les citoyens, développement de la e-administration, dématérialisation de vos procédures, même les prises de rendez-vous, les paiements. Et puis un volet aussi autour de la citoyenneté, participation citoyenne, transparence, open data. Voilà, tout ça c'est un peu des buzzwords, des mots-clés qu'on lance, mais on va creuser tout ça. On a la chance d'avoir avec nous Serge Novaretti en direct de Bruxelles de la DG Connect et Valérie qui est ici, Valérie Pouget de la NCT qui est avec moi et qui vont nous faire un peu des zooms sur ces questions. Les règles du jeu, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va suivre un peu tout ça et on va en regrouper certaines en fonction du temps disponible qu'on aura. On en prendra un certain nombre à la fin. Et puis ensuite, on vous enverra un peu plus tard le replay si vous voulez revoir ça tranquillement ou l'envoyer à des collègues. Voilà, je passe la main tout de suite à Serge. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Serge Novaretti de la Commission. Donc, je travaille au sein de la DG Connect, dans une unité donc, qui s'occupe des technologies pour les villes intelligentes, pour résumer. Mais dans ville, en fait, on utilise de plus en plus en anglais le terme communities pour englober les collectivités et aussi tout le monde rural. Voilà. Donc déjà, je remercie pour l'invitation, pour l'attention de tout le monde. J'ai vu dans les participants, il y a déjà quelques noms que je connais, donc je dis bonjour à ces personnes-là aussi, qu'on se retrouve ici.
Donc, je vais démarrer de manière très générale, donc c'est le slide suivant, sur dans quel contexte on travaille aujourd'hui. Donc, Pierre a déjà un petit peu introduit donc cette notion et les priorités de la Commission sur une Europe verte, hein, et une Europe numérique qui joue en fait main dans la main. Et on essaye d'avoir un numérique de plus en plus sobre, mais aussi au service d'une Europe verte. Donc le but, c'est d'utiliser des technologies là où on peut faire des économies en émissions de gaz, en consommation énergétique, etc., etc. Donc c'est le numérique réellement pour un besoin particulier et pour contribuer à cette Europe verte. Et l'autre aspect, comme l'a souligné Pierre, c'est aussi centré donc sur l'humain, et on verra différents outils qui permettent d'avoir un meilleur dialogue ou d'aider en fait du moins le dialogue entre les décideurs au niveau local et puis les citoyens et les parties prenantes autour de projets urbains par exemple. Suivant. Donc aujourd'hui, on travaille dans ce qu'on a appelé la décennie numérique, donc 2020-2030. En fait, c'est un accord qui est entre la Commission et les États membres pour atteindre un certain nombre d'objectifs dans 4 domaines, ce qu'en anglais on appelle, enfin, ou la boussole, en français on va dire la boussole numérique. Et vous avez ici, alors je ne vais pas parcourir tous les domaines, mais c'est pour donner une idée des différents objectifs qu'on doit atteindre d'ici 2030. Donc sur les compétences, évidemment les infrastructures, parce que sans infrastructures, ben, on ne peut pas faire grand-chose avec du numérique. Et aujourd'hui, les infrastructures, ce n'est pas uniquement les câbles, la 5G, etc., mais c'est aussi les données et les espaces de données qui sont importants, parce qu'on a de plus en plus de données, donc il faut arriver à en retenir et à extraire l'intelligence en fait qu'il y a dans ces données. Et on le verra tout à l'heure, par exemple, au travers des jumeaux numériques. Les services publics, donc de plus en plus en ligne, mais aussi évidemment des moyens plus classiques pour les personnes qui n'ont pas accès ou qui ont des difficultés en ligne. Et puis un développement aussi sur l'aspect industriel, et ça je pense que vous l'avez entendu fréquemment, où l'Europe essaye donc de se réindustrialiser et où on essaye de développer donc des startups dans le domaine du numérique, et c'est ce qu'on fait aussi dans le domaine des jumeaux numériques. Suivant. Au niveau local, en fait, dans cette décennie numérique, c'était sur le 30 ans d'avant, je n'ai pas mis l'accent là-dessus, mais ce n'est pas uniquement un accord entre l'Europe, la Commission et les États membres, mais toutes les communes, et notamment les 85 000 municipalités en Europe, donc 35 000 en France, si je ne me trompe pas, ont vraiment un rôle à jouer, puisque beaucoup de choses se passent au niveau local. Donc en fait, il y a maintenant 4 ans, à la suite de plusieurs projets, on a réfléchi avec les représentants des villes, des municipalités, avec les villes qui ont participé dans des projets européens, de dire on fait des beaux projets, des belles solutions, mais on n'arrive pas à les déployer à grande échelle. Donc pour ça, on a créé un mouvement. Donc c'est pas un projet avec un budget, avec une fin, avec vraiment un calendrier, etc. C'est vraiment un mouvement pour dire on va partager ensemble des valeurs communes de comment utiliser les nouvelles technologies donc pour cette Europe verte, avec un certain nombre donc de valeurs. Et pour ça, on a besoin d'un engagement politique. Donc en fait, on a écrit une déclaration qui s'appelle Join Boost Sustain en anglais. Je n'ai pas fait la traduction en français, qui est signée uniquement par des maires ou par des présidents de région dans le cadre de la France ou des ministres au niveau national, en disant que c'est un mouvement où tout le monde doit travailler ensemble sur, je dirais, développer des solutions et arriver à les étendre à grande échelle pour que la majorité des citoyens en Europe puissent bénéficier de cette transition numérique pour une transition écologique. Le mouvement s'appelle Living in EU. Donc vous avez une plateforme aujourd'hui, un site web. Donc si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Living in EU, vous allez arriver sur cette plateforme où vous pouvez trouver un certain nombre de choses, et notamment la déclaration, donc qui est disponible dans toutes les 23 langues de l'Union européenne. Suivant. Pour ce qui est de la France, donc ça c'est l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, on a
on le verra tout à l'heure, à peu près 150 signatures depuis les 4 ans, qui représentent quand même beaucoup de citoyens. Si on se focalise aujourd'hui sur la France, on a commencé beaucoup avec des villes, des grandes villes. Malheureusement, je dirais, parce que le but du mouvement, c'est aussi de faire bénéficier aux municipalités de petite et moyenne taille, aux villes de petite et moyenne taille et aux zones rurales aussi de cette transition numérique. On a des projets aussi dans ce domaine-là. Si on passe un petit peu à la liste, donc aux diapos suivantes, vous allez avoir donc la liste des voilà aujourd'hui on a 150 signatures donc de maires, de ministres, de présidents, et on a aussi la notion de soutien, donc de supporters en anglais, où là ce sont des industriels, des universités, des ONG ou des associations qui représentent les citoyens qui peuvent signer aussi la déclaration en tant que supporter. Donc le mouvement grossit. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur base volontaire avec un certain nombre de partenaires. Depuis octobre l'année dernière, on a financé en fait un consortium, on verra les partenaires tout à l'heure, qui font avancer, je dirais, ce mouvement. Pour la France, on en est à une douzaine de villes. Je crois que c'est le transparent suivant. Donc, si vous allez sur le site, vous pouvez, ou du moins votre maire, ou votre président de région, peut signer cette déclaration et se joindre au mouvement. Et du coup, vous avez accès au groupe de travail et à toutes les données sur lesquelles le mouvement travaille. Donc là, vous avez les listes aujourd'hui des villes et des régions, parce que ce n'est pas uniquement donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, les villes, mais c'est aussi les régions qui s'engagent à travers ce mouvement à travailler ensemble. Voilà, on peut passer assez vite là-dessus, je pense. Ça, c'est l'ensemble des partenaires, donc c'est juste pour vous montrer la diversité et le nombre, je dirais, de tous les partenaires qui travaillent avec nous dans ce mouvement Living in You. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on a 5 groupes de travail donc qui s'occupent de spécifications techniques et des standards. Donc, quand on développe ce qu'on appelle la Smart Cities ou la ville intelligente et durable, ben, on développe des plateformes informatiques avec des serveurs, etc., des espaces de données. On a besoin que ces espaces de données ou ces plateformes, même au sein de la ville, dialoguent entre elles. Donc, on a besoin d'interopérabilité. Et à travers donc, ce groupe de travail technique, on a publié, donc là si vous allez sur le site, vous allez pouvoir trouver publier ce qu'on appelle des mécanismes minimums d'interopérabilité, les MIMS en anglais, qui définissent un certain nombre de spécifications sur lesquelles les villes se sont mis d'accord à travers des projets pour rendre ces plateformes interopérables au sein de la ville, entre les gens qui s'occupent de l'énergie, du transport ou de la gestion des déchets par exemple, mais aussi pour pouvoir interconnecter les plateformes de données entre les villes et aussi au-delà des frontières au sein de l'Europe. On a un groupe financier donc, qui aide aussi à utiliser les fonds européens et à terme de pouvoir faire des appels d'offres en commun. Mais aujourd'hui, c'est surtout axé sur, je dirais, un petit peu l'utilisation des fonds européens, les différentes opportunités. On a un groupe qui s'appelle Capacity, c'est-à-dire tout ce qui est éducation. On aide en fait à développer les compétences. On a un groupe juridique, hein, comme Pierre l'a signalé tout à l'heure, cette commission-là a beaucoup légiféré en fait sur le numérique avec un certain nombre de nouvelles réglementations qui sont en train de rentrer en compte. Il va falloir maintenant les implémenter et les suivre dans la commission suivante. Donc on aide aussi les villes à comprendre quel est l'impact de cette nouvelle réglementation et quels sont les bénéfices pour les citoyens et pour les villes de cette nouvelle réglementation autour des données, autour des plateformes autour des GAFAM, comme on les appelle. Et puis on a un groupe monitoring qui s'occupe de voir, aujourd'hui on n'a aucun chiffre sur comment les villes, en France mais aussi en Europe, évoluent par rapport à cette transition numérique. Donc on a un outil mais qui mesure uniquement la maturité, je dirais, numérique des États membres au niveau national, mais on n'a rien au niveau des régions et des villes. Donc là, le 2 octobre, on va lancer un outil qui s'appelle l'Ordimas et qui est un petit questionnaire qui permettra à tout un chacun et à toutes les villes en Europe de pouvoir remplir un questionnaire et déjà de pouvoir se situer par rapport, disons, où elle en est en tant que telle, la ville, sur sa transition numérique, mais aussi pouvoir se comparer avec d'autres et bénéficier aussi de conseils et d'aides de la part
soit de ses pairs, on va dire, à travers des contacts qui peuvent être établis entre les villes, mais aussi on a des projets au niveau de la Commission pour aider un certain nombre de villes dans cette transition numérique, et c'est des projets qui viennent tout juste de démarrer. Voilà pour les 5 groupes de travail sur lesquels vous pouvez participer une fois que votre ville ou votre région fait partie du mouvement Living in EU. En résumé, donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans ce mouvement Living in EU? C'est un engagement politique, puisque c'est signé par une personne, je dirais, qui a été élue, principalement donc, au niveau des maires, hein. Profiter de solutions qui sont déjà existantes et qui sont matures, donc qui ont déjà été implémentées dans d'autres villes. Vous allez gagner du temps et aussi des ressources dans le développement de vos plateformes de données, vos solutions numériques et vos applications numériques, hein. Euh, Au niveau de l'Europe, ça permet de constituer un petit peu une force je dirais, en montrant la demande et que l'offre en fait puisse s'adapter à ça, donc de sécuriser quelque part ou pour les industriels, ils savent qu'ils peuvent investir parce qu'il y a une demande commune, par exemple autour de ces spécifications techniques et des standards. Donc, ils peuvent développer des solutions qui sont compatibles avec les standards qui ont été choisis par le mouvement Living in EU, et ils savent que derrière, il y a un gros marché pour vendre leurs solutions, et aussi en dehors de l'Europe, puisque ce sont souvent des standards qu'on a développés en partenariat avec le Japon, la Corée du Sud et des pays d'Amérique du Sud. Donc c'est aussi un gros bénéfice pour l'industrie et le développement de l'industrie numérique en Europe. Et puis vous pouvez participer à un certain nombre de webinaires et puis donc de ce qu'on appelle le réseautage ou networking en anglais. Donc ça, c'était le mouvement Living in EU. Si on passe, on avance un petit peu. Donc voilà, on vous invite évidemment à en parler autour de vous. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus dans le concret, quels sont les axes de travail au niveau de la commission. Nous, on est une petite unité d'une dizaine de personnes. Donc on ne peut pas aider toutes les villes en Europe et 85 000 municipalités, ce n'est pas possible. Donc on essaye de faire avancer les nouvelles technologies. Donc là-dessus, en fait, on travaille sur l'interopérabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, des plateformes de données, en créant des espaces aussi de données qui ne restent pas au niveau de la ville, mais qui sont entre les villes et à travers les frontières. Donc des espaces de données pour ces villes intelligentes et durables. Et aujourd'hui, un petit peu le fer de lance, et où on essaye de faire avancer l'industrie en Europe et aussi les solutions dans les villes en Europe, ce sont les fameux jumeaux numériques locaux ou urbains. Voilà. À côté de ça, on travaille aussi sur une mission dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'objectif d'avoir 100 villes neutres en carbone à l'horizon 2030. Et puis sur quelque chose qui s'appelle le New European Bauhaus, qui est une nouvelle manière de mettre autour de la table des architectes, hein, des personnes qui s'occupent de l'environnement, des informaticiens, pour concevoir des nouveaux modes de vie dans les villes. Et c'est là aussi où les jumeaux numériques sont très utiles. Donc on a au niveau de l'Europe un programme pour la première fois dans l'histoire, un programme axé sur le développement numérique qui s'appelle le programme numérique pour l'Europe, avec pas mal d'argent dans différents domaines. En ce moment, il y a deux appels, un appel à proposition pour développer ce qu'on a appelé un Cityverse, City pour citoyen, pour citizen en anglais. Et le but là, c'est de développer des mondes un petit peu virtuels au-dessus des jumeaux numériques avec différents cas d'usage. Donc là, c'est un petit peu le futur, mais on essaie de pousser vers là et de pas avoir trop les GAFAM en fait qui prennent le devant là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a bien appelé ça Cityverse. Donc il y a un appel à proposition en cours qui a été prolongé, il devait se terminer en septembre, il a été prolongé au 22 novembre. Et aussi, on a un appel d'offres, et là, vous pouvez en parler aussi autour de vous, aux industriels avec qui vous travaillez, sur développement d'une boîte à outils pour les jumeaux numériques. Cette boîte à outils sera disponible d'ici un an à peu près, et elle permettra de fournir gratuitement à l'ensemble des villes et des communes et des collectivités des solutions et des briques de base de jumeaux numériques pour gagner du temps et de l'argent dans le développement de votre propre jumeau numérique. Voilà, c'est deux axes sur lesquels je voulais un petit peu insister. En dehors de ça, on a développé, donc je parlais déjà d'interopérabilité, un cadre européen d'interopérabilité pour les villes.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que autrement, je vais prendre un petit peu trop de temps, je pense. Mais ce cadre européen, il vient d'être traduit dans toutes les langues, donc vous l'avez aussi en français, et pas uniquement en anglais, parce qu'on s'efforce, comme la Commission dialogue maintenant de plus en plus avec les villes et les régions, de pouvoir dialoguer aussi dans la langue, je dirais, de la ville et des personnes qui sont responsables de la ville ou de la collectivité. Donc ce cadre européen d'interopérabilité, c'est un cadre général, mais qui donne certaines pistes sur qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité. Ce n'est pas uniquement de l'interopérabilité technique, où on parle de standards, de spécifications, mais on a plusieurs, ce qu'on appelait des composants. Donc on a l'aspect technique, sémantique, organisationnel, juridique et aussi culturel. Et donc on a des recommandations, il y a 30 recommandations dans ce cadre européen d'interopérabilité, dont vous pouvez vous inspirer avec un petit peu des modèles. Et le rapport qui avait permis de construire ce cadre inclut aussi des cas d'usage qui ont été pris dans des cas réels de certaines de villes en Europe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est disponible sur la plateforme Living in EU. Et là, c'est juste pour montrer de ce cadre européen donc, qui est très général, donc qui s'adresse pas purement à des développeurs, mais plutôt à des gens qui gèrent les villes, je dirais, intelligentes et durables au sein de la mairie. On va vers des choses beaucoup plus techniques, et je parlais tout à l'heure de ces fameux mécanismes d'interopérabilité minimum, donc on appelle les MIMS en anglais. Là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais c'est un ensemble d'architectures, de références qui vous permettent de rendre vos solutions interopérables entre elles au niveau de la ville et aussi avec d'autres villes. Parce qu'après, le but, c'est d'arriver à interconnecter les différentes plateformes des villes et au-delà des jumeaux numériques. Le suivant. Voilà. Donc, j'ai évoqué le jumeau numérique, je ne suis pas rentré dans le détail. Aujourd'hui, en fait, on pousse cette technologie parce que on veut vraiment que l'Europe soit, je dirais, à l'avant-garde sur ce domaine-là, et parce qu'on croit beaucoup, et d'après les premiers retours, on en discutait aussi avec la Banque des territoires qui a sorti un document là-dessus, hein, qui est Miroir, Miroir, jumeau numérique, je ne sais plus le titre exact, mais qui est en français pour le coup. Donc, il parle des jumeaux numériques, il donne des exemples, etc. Et pour mettre en œuvre en fait ces jumeaux numériques au niveau de l'Europe, dans le cadre de la décennie numérique que j'évoquais au début de ma présentation, il y a un nouvel instrument juridique, donc ce qu'on appelle en anglais un EDIC. Donc c'est un consortium pour pouvoir maintenir des infrastructures numériques au niveau de l'Europe. Euh, qui est en train de se constituer. Donc pour le moment, il n'est pas encore lancé, on discute entre la Commission et les États membres. C'est le premier, je dirais, version, il faut que ça soit créé par les États membres, mais ça permet de pouvoir et de mettre en œuvre des projets qu'on appelle plurinationaux. Et on a donc discuté avec les États membres et plusieurs villes et régions de pouvoir à terme interconnecter les jumeaux numériques et de créer un réseau des jumeaux numériques en Europe, et même un jour de pouvoir le connecter à un autre projet européen qui est le jumeau numérique de la Terre. Et tout ça, évidemment, pour avoir des actions sur, ben, je dirais sur le climat, sur éviter les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc avec déjà certains cas d'usage. Donc ce consortium, en fait, est en train de se créer. Je pense qu'on peut avancer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, vous aurez la présentation ensuite, hein, mais le but, en fait, c'est de pouvoir faire travailler au niveau des États membres ensemble, avec leurs villes, hein, qui seront partenaires et qui seront membres, en fait, de ce nouveau consortium. En résumé, c'est un genre de mini-agence. Voilà, pour être plus clair, on va créer des mini-agences. Ça existe déjà dans le domaine de la recherche, ça s'appelle des ERIC. Donc ici, nous, on parle d'infrastructures digitales, donc EDIC. Donc, ce sont un petit peu des mini-agences qui vont permettre d'avancer et d'avoir un petit peu les mains libres pour avancer sur un sujet particulier et pouvoir en mettre ensemble des ressources, de la connaissance et faire travailler aussi des industriels sur des solutions. Donc, notamment là, tout ce qui est jumeaux numériques et ce qu'on a appelé Cityverse. Donc là, vous avez un petit peu les avantages de bénéficier, de participer à cet EDIC.
Pour le moment, on a eu ce qu'on a appelé une pré-notification, c'est-à-dire quels étaient les États membres, premièrement en février, qui pouvaient être intéressés par ce TEDx sur les jumeaux numériques. On avait 12 États membres qui étaient intéressés, ils en connaissent. Ensuite, on a eu quelque chose d'un peu plus formel qui était une pré-notification, donc là où on a eu formellement 5 États membres, donc l'Estonie, l'Allemagne, la Slovénie, l'Espagne et la République tchèque, qui ont écrit, je dirais, à la Commission en disant nous, on veut créer cet édic. Et aujourd'hui, on travaille sur les statuts en fait de cet édic avec 13 États membres et beaucoup de villes et de régions qui participent. Il y a une réunion après-demain, on a une réunion tous les mois. Le but, c'est d'arriver à créer cet édic début 2024. Voilà. Donc j'en ai fini là. Je vais donner la parole ensuite à Valérie. Je pense qu'on est dans les temps. Donc je vous invite évidemment à regarder la plateforme Living in EU, à en parler chez vous, de voir si votre maire, votre président de région en fait veut joindre le mouvement Living in EU. On est à la disposition évidemment de tout le monde pour expliquer s'il y a besoin un peu plus ce qu'est le mouvement Living in EU, ce qu'est cet édic qui est en train de se construire, dans lequel on a beaucoup d'espoir et je dirais, d'attente en même temps. Voilà, donc axé sur, une dernière fois, ce sera le mot de la fin, sur toute la valeur et tous les services que peut apporter la création de jumeaux numériques. Et il y a plein d'exemples en France qui sont des villes qui ont déjà créé leurs jumeaux numériques, qui sont déjà très avancés, et puis plus tard sur ce qu'on a appelé le Cityverse. Donc je vous remercie pour votre participation. Je suis disponible pour les questions et je vous rends la parole. Merci Serge, je prends directement la parole. Donc je me présente, je m'appelle Valérie Pouget, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et autant Serge vous a présenté des fonds européens qui sont gérés à Bruxelles, et moi je vais vous parler de la politique de cohésion. C'est des fonds européens qui sont gérés à côté de chez vous, donc par les régions françaises. Régions, je veux dire au sens large, hein, ça inclut les collectivités à statut particulier, donc la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, voilà, j'ai cité tout le monde. Bref, la politique de cohésion qui est gérée sur les territoires par les régions et par l'État français. Je vous propose qu'on passe à la page suivante. Juste avec ce qui s'affiche à votre écran en orange. L'idée, c'est de vous dire 2 mots sur ce que c'est cette politique de cohésion en France. La politique de cohésion, c'est une politique qui est portée par l'Union européenne, c'est un programme et qui est un des programmes les plus importants en termes de volume financier et qui aujourd'hui fait jeux égal avec une des politiques européennes les plus connues, qui est la politique agricole commune. Et donc, la France, pour les années à venir, a une enveloppe de 18 milliards d'euros pour financer les projets sur les territoires. Tout ça, en fait, dans un objectif de transition verte, de transition numérique, ce qui a été rappelé en introduction, de croissance et d'inclusion sociale. Aujourd'hui, la politique de cohésion, vous la connaissez peut-être sur vos territoires via ce qu'on appelle le FEDER. Peut-être que cet acronyme vous parle. C'est le Fonds européen de développement régional. Dans les années à venir, ça va être une enveloppe de 9 milliards d'euros qui est gérée par les régions françaises, donc au sens élargi. Hein. J'inclus les régions ultrapériphériques et la Corse dedans. On va aujourd'hui s'attarder en fait et faire un petit peu un focus plus particulier justement sur cette enveloppe FEDER, parce que ce Fonds européen de développement régional va permettre de financer des projets d'usage numérique sur les territoires. Voilà, donc après, je vous dis juste quelques mots sur ce qui est FSE+, le Fonds social européen, hein, qui est un fonds sur l'inclusion sociale, qui est géré par le ministère du Travail hein, et la Direction générale à la formation professionnelle. Et je vous dis aussi juste un mot sur le milliard d'euros que vous voyez s'afficher à l'écran, qui est le Fonds pour une transition juste et qui est là pour accélérer finalement la transition des territoires très émetteurs de CO2. Donc dans cette enveloppe de 18 milliards, vous le voyez à droite de l'écran dans ce camembert, une large partie des fonds vont aller vers cette Europe sociale. Et en orange, vous allez avoir ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ces 3,5 milliards qui sont dédiés pour les territoires, pour une Europe plus intelligente.
Et dans cette grande enveloppe, on va avoir 350 millions d'euros pour les usages du numérique. Voilà, la présentation va être axée là-dessus. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Et avant, je vais vous dire quelques mots du coup sur l'ANCT. Vous avez bien compris que donc cette enveloppe, elle est gérée par l'État et par les territoires. Et donc, mon employeur, l'ANCT, est ce qu'on appelle une autorité de coordination. On va aider les autorités de gestion, les régions, à dépenser ces fonds européens en temps, en heure et surtout selon les règles de l'art. Parce qu'il y a pas mal de textes qui entourent l'utilisation de ces fonds. Parce qu'il faut qu'un euro soit dépensé de la même façon en Martinique, en Poméranie, en Limousin, en Bavière, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles. Donc on est là pour accompagner les régions à dépenser cet argent. Et on fait aussi l'interface auprès de la Commission pour un travail notamment de négociation, donc qui a abouti à avoir cette enveloppe de 18 milliards pour la France. Mais revenons à notre sujet numérique. La France a du retard dans l'espace européen en matière numérique. Elle est que 15e au niveau de l'utilisation en fait et de la numérisation de son économie et des compétences numériques des habitants. Donc il était logique finalement qu'il y ait une enveloppe qui soit dédiée pour rattraper ce retard-là. Et donc l'objectif en fait de cette enveloppe française, chaque région gère, la Bretagne a la sienne, Hauts-de-France, Grand Est, etc. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous avez compris que ces 650 millions d'euros sont gérés par ces territoires avec un objectif commun, le numérique pour tous. Et on va avoir 4 grands axes derrière tout ça, que les régions françaises ont choisi de soutenir sur leur territoire. C'est l'accès au très haut débit pour les territoires où il n'y a pas encore la fibre partout. C'est aussi le développement des usages du numérique pour les populations, donc pour les entreprises, mais aussi pour les administrations. L'inclusion numérique pour tous les publics, donc lutter contre tout ce qui est illectronisme, et puis valoriser et sécuriser la donnée. Voilà à quoi vont servir les 653 millions d'euros dans les régions françaises pour le numérique. Je vous propose qu'on suive notre logique d'entonnoir et qu'on rentre maintenant vraiment dans cette enveloppe de transition numérique, mais uniquement pour les services publics. Donc l'enveloppe uniquement pour la numérisation des services publics, elle est de 350 millions d'euros en France. Et les régions françaises, elles ont finalement 3 sous-catégories d'actions. La première chose, ça va être développer le numérique dans les administrations. Donc tout ce qui va être développement de l'e-administration, le télétravail, l'adaptation des systèmes d'information, le pilotage et la gestion de l'administration, l'interopérabilité, etc. Bref, 200 millions d'euros vont être disponibles dans les années à venir pour les territoires pour financer ça. Pour vous l'illustrer de façon concrète, j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait dans les années dernières sur le développement numérique des administrations. Grosso modo, j'ai pu voir passer 2 projets, notamment portés par le département des Pyrénées-Atlantiques et par le consortium La Fibre 64. Vous pouvez aller sur leur site internet et finalement, c'est une plateforme numérique à destination des collectivités où les collectivités, elles peuvent faire elles ont tous leurs services numériques accessibles en interne. Donc tout ce qui va être dématérialisation des marchés publics, le contrôle de légalité, les circuits de parapheurs, la certification électronique, donc c'est l'organisation interne de l'administration qui est portée dans ce projet-là et donc qui a été financé par des fonds européens, du FEDER, de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous mentionne aussi un autre projet en Centre-Val de Loire. Donc vous allez pouvoir voir sur le site qui s'appelle Région Centre Interactive. Le groupe d'intérêt public RECIA a porté un projet qui a été financé par des fonds européens, où là aussi on a une plateforme avec plein de services pour toutes les collectivités, un petit peu dans la même veine de ce que fait la Fibre 64. Donc voilà ce que les fonds européens peuvent financer. En général, c'est des projets qui sont vraiment inférieurs à 100 000 euros en règle générale. Maintenant, je vais vous parler de l'inclusion numérique. Les régions, via ces fonds européens, via le FEDER, va aussi financer de l'inclusion numérique. Quand on analyse les programmes opérationnels, donc ce que vont faire les régions avec cet argent européen, il y a 12 régions qui nous disent qu'elles vont financer l'inclusion numérique via la sensibilisation, l'accompagnement des populations, la formation, etc.
Voilà, il y a une enveloppe de 90 millions d'euros qui va être dédiée entre 2021 et 2027. Pour vous donner deux exemples de ce qui s'est fait dans le passé, la région Hauts-de-France a financé Emmaüs Connect, par exemple, toujours sur ce sujet de l'inclusion numérique. Un petit projet sur les solutions d'équipement pour finalement proposer des téléphones et des ordinateurs au public éloigné du numérique. Et j'ai aussi vu passer un projet porté par la communauté urbaine d'Arras, un hub digital qui est en fait ciblé sur les quartiers prioritaires de la ville et où on a un atelier de formation personnalisée et d'insertion individualisée, où bref, il y a des cours sur le numérique qui sont donnés aux seniors et aux parents, voilà, qui ne sont pas des digital natives et qui n'ont pas vraiment l'habitude de la chose numérique. Voilà pour ce sous-sujet. Et je vais aussi vous parler de la santé, où il y a un vrai enjeu, notamment dans le monde rural. J'en ai peut-être un peu moins parlé dans les deux autres sous-thématiques. Mais bref, les régions prévoient des fonds européens, du FEDER, pour tout ce qui va être soutien en fait du numérique et la e-santé, donc notamment l'équipement des maisons de santé. Il va y avoir pas mal de fonds européens sur les maisons de santé en tant que telles, mais aussi sur la numérisation des maisons de santé. J'ai notamment noté en fait ce qui a été fait par le passé à Alès, un projet à Grande-Combe dans le Gard, où voilà, tout l'équipement numérique de la maison de santé a été financé par des fonds européens. Voilà. Donc, c'en est terminé sur cette slide, sur tout ce qui était transition numérique du service public. Et très rapidement, quelques données aussi pour vous dire qu'il y a une enveloppe de 171 millions d'euros de fonds européens qui va être disponible pour ramener la fibre et le très haut débit sur les territoires où finalement le raccordement n'est pas encore terminé. Normalement, il y a des cofinancements État, d'ailleurs, qui sont aussi portés par la NCT. Voilà, donc ces 171 millions d'euros européens vont être en cofinancement avec des financements étatiques et nationaux pour parachever finalement l'installation de la fibre sur le territoire français. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante pour vous présenter rapidement les objectifs, les engagements, compris les autorités de gestion françaises dans ce numérique. L'idée, c'est d'avoir à terme 800 000 logements et entreprises qui soient reliés au très haut débit, que soient aidées 650 institutions publiques pour des services, des produits et du processus numérique à horizon 2027, et que on ait 13 millions de nouveaux utilisateurs, annuels pour des nouveaux services, produits, procédés numériques publics. Voilà, c'est l'engagement qui a été pris auprès de Bruxelles pour utiliser cette enveloppe. C'est l'attendu qu'il y a derrière tout ça à horizon 2029. Et qui est-ce qui est visé dans tout ça ? Qui vont être les porteurs de projets que les régions vont vouloir financer. Classiquement, ça va être les collectivités, leurs groupements, les opérateurs et finalement tous les satellites des collectivités, les établissements d'enseignement supérieur, les autorités organisatrices de transport, les bailleurs sociaux, les groupements d'intérêt public, les pôles de compétitivité, les clusters, etc. Voilà, tout le public, en fait, on va dire, classique des fonds européens. Il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dessus. Et la question, en fait, de ce webinaire, c'était comment mobiliser ces fonds. Donc, vous l'avez compris, nous, à la NCT, on ne gère pas ces fonds. C'est les régions, c'est vos territoires qui les gèrent. Donc, pour savoir, en fait, ce qu'a prévu de faire votre région, l'autorité de gestion, c'est le terme consacré sur votre territoire, on vous invite à consulter le site Europe de l'autorité de gestion. Et là, vous allez pouvoir en fait voir sur le site internet les orientations de chaque région, ce qu'elles ont prévu de faire en matière numérique. Et peut-être même que vous pourrez voir quels sont les appels en projet en cours ou les appels à projets à venir dans les prochains mois pour financer tous ces aspects numériques. On vous a mis une slide spécifique qui va arriver où vous allez avoir le lien vers le site. Merci beaucoup pour cette page. Vous allez avoir le lien hypertexte du site internet de chaque région avec ces fonds européens. Comme ça, vous allez connaître les orientations.
Et vous avez à côté l'adresse générique de la région qui gère ces fonds structurels, ce FEDER pour le numérique. Pour toute question, vous pourrez directement vous adresser à eux, mais je me ferai aussi un plaisir de vous répondre. Donc on va revenir à la page précédente, et donc pour finalement mobiliser ces fonds européens, on vous invite à regarder sur le site internet pour savoir ce que va faire la région. Si jamais il y a un appel à projet qui est en cours, ce qu'on vous invite à faire, c'est de répondre et de candidater, si ça correspond bien à votre projet, à la demande de subvention qui est liée à l'appel à projet. Après, ce qui se passe, en général, c'est des calendriers assez longs, hein. Vous candidatez, la région et l'autorité de gestion va analyser les projets, savoir si vous êtes éligible, si ça rentre finalement dans le cadre et dans la philosophie de cet appel à projet. Il va y avoir un avis qui est donné par les services instructeurs. Votre projet, s'il est retenu, va passer en comité de programmation, ce qui va amener à une contractualisation entre vous et la région, votre territoire, l'autorité de gestion. On va convenir qu'il y a 20 000 euros pour vous aider finalement à créer un marché numérique pour finalement dépanner paysans, des ANAP à côté de chez vous, par exemple. Ça, c'est des projets classiques qu'on a pu voir. Voilà, ça peut exister. Donc, il y a une contractualisation. Et puis, je voulais vous parler un petit peu du système financier. On est sur un système finalement de paiement in fine. L'avance de la subvention est rare. C'est une fois que vous allez avoir réalisé votre projet, présenté les factures, que les fonds européens seront débloqués par la région pour votre projet. Voilà, donc voilà le comment mobiliser ces fonds qui sont gérés au plus proche de vos territoires. On avait prévu aussi quelques slides pour vous parler un petit peu des projets qui avaient été financés par les régions. Voilà, je vous ai donné quelques exemples hein, au fil de ma parole. Voilà, on a parlé du marché virtuel des produits du terroir. Il y a aussi tout ce qui est favoriser l'accès aux technologies de l'information et de la communication sur les territoires. C'est ce que je vais vous parler sur l'e-administration notamment. Et puis, on peut passer à la page suivante. Oui, il y a un projet remarquable en fait où là, on était sur de l'interalpin, où à la fois les communes de nos voisins italiens et les communes françaises échangeaient un petit peu sur la numérisation de leurs services. Il y avait un petit peu un comparatif du benchmark. Et puis, il a été évoqué en introduction aussi cette un peu démocratie participative que permet le numérique. Et notamment avec ces projets en fait Alpine Space et tout ce qui est Smart Territoire, des projets avec finalement une participation citoyenne a pu être proposée aux citoyens de l'espace alpin. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à la page suivante. Le numérique au service des Girondins, ça ressemble à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le service de la fibre. Et là, pareil, on est sur la dématérialisation des procédures, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Vous n'avez pas à développer votre propre service de marché public, etc. Il y a des plateformes pour toutes les collectivités des territoires, hein, communes, PCI et toutes leurs satellites qui sont soumis à la commande publique. Voilà, il y a des services qui peuvent être financés par des fonds européens pour une mise en commun de tout ce qui est services administratifs et administration. Voilà les exemples de projets dont on voulait vous parler aujourd'hui. Et finalement, quels sont les objectifs à terme des régions françaises dans les années à venir? Les programmes européens et cette enveloppe qu'on a évoquée de 18 milliards, puis de 350 millions d'euros que sur le numérique. La Commission européenne en a accepté le principe et a accepté les programmes européens il y a quasiment un an, un peu moins d'un an. Donc on est en phase de lancement. Donc ces fonds seront disponibles dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup Valérie. Donc là, on ferme un volet du webinaire qui était vraiment axé sur les fonds structurels. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que c'est la principale poche financière à laquelle il faut que vous pensiez quand vous êtes porteur vraiment sur votre territoire d'un projet numérique. Et on a vu, et c'est quand même important de le garder en tête, ça va de projets quand même assez conséquents à plusieurs centaines de milliers, mais on a aussi des petits projets à quelques dizaines de milliers d'euros partout, y compris en zone rurale, qui peuvent être financés. D'accord ? Donc l'Europe, c'est pas que des grosses mannes financières pour des gros projets.
On va quand même en parler un petit peu parce qu'il y a d'autres programmes. Slide suivante, s'il te plaît. Notamment, pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers des programmes européens, le programme Horizon Europe, ça c'est vraiment notre enveloppe qui est axée recherche et vraiment innovation. Il y a des sous-enveloppes dans ce programme qui est gigantesque, hein. C'est le plus grand programme de recherche au niveau mondial. C'est pas loin de 100 milliards d'euros, Horizon Europe sur la période de programmation. Il y a des sous-fenêtres qui touchent au numérique, mais on est sur une logique assez différente. Ici, on est vraiment sur le cas où vous êtes une collectivité qui est porteuse de quelque chose qui a vraiment trait à de la recherche, à de l'innovation, peut-être parce que vous avez un écosystème un peu spécifique, vous pouvez avoir une université qui est très active, un pôle de compétences, de compétitivité qui est très actif sur ces questions-là. Là, peut-être que vous allez pouvoir vous inscrire dans une démarche Horizon Europe, trouver des partenaires et être porteur de quelque chose de très significatif au niveau européen, qui va pouvoir déclencher des montants là assez significatifs. Voilà. Par contre, on est sur des appels à projets au niveau européen. Là, c'est plus vos régions dans une logique plus de proximité qui vont allouer ces fonds européens. Là, on parle directement à Bruxelles et d'équipes de spécialistes qui vont aussi mettre en concurrence des projets du même ordre, en tout cas qui répondent à des mêmes besoins, via un système d'appel à projets et des programmations annuelles d'appel à projets. Donc si vous vous dites quand même, on est un territoire un peu spécifique, très porté sur ces questions, n'hésitez pas à consulter ces calendriers d'appel à projets et ces programmes de travail. Vous pourrez peut-être y dénicher quand même quelque chose qui sera très intéressant dans ce cas-là pour votre collectivité. Il y a une liste de points de contact au niveau national. Vous aurez le lien dans la présentation qui peut quand même vous aiguiller aussi en amont en termes de réalisme de l'éligibilité, en termes de recherche de partenaires, etc. etc. Voilà. Deuxième enveloppe, et Serge en a parlé rapidement, c'est Digital Europe, le programme pour une Europe numérique. Là encore, c'est une nouvelle enveloppe pour cette programmation. On a quand même 7,6 milliards au niveau européen. 5 domaines, bon, calcul à haute performance, intelligence artificielle, on est peut-être un petit peu moins dans les sujets territoriaux, mais on a des sujets cybersécurité, on a des sujets compétences numériques et déploiement, utilisation des capacités. Là encore, c'est pas tout à fait la même logique que sur les fonds structurels. Il faut encore être sur un projet qui a une valeur j'allais dire, de démonstration, une forme aussi d'innovation, une ampleur qui fait qu'on va pouvoir tester quelque chose de nouveau, alors sans que ce soit forcément de la recherche à proprement parler comme chez Horizon, mais on va aller creuser des nouveaux sujets et il y a des appels à projets très concrets, et Serge mentionnait par exemple pour tout ce qui est jumeaux numériques. Vous pouvez, si vous êtes porteur de quelque chose de cet ordre-là, trouver des financements très intéressants, encore une fois, au niveau européen, en allant chercher du côté de Bruxelles. Voilà, on ne rentre pas dans les détails plus que ça, mais gardez-le en tête pour creuser également. Slide suivante. Simplement un rappel avant de conclure et d'ouvrir un peu aux questions pour le temps qui nous reste. N'hésitez pas à aller voir nos dossiers. On fait des webinaires, mais on a aussi des dossiers écrits. On a fait des articles sur le numérique en partenariat avec la Gazette des communes. Vous avez aussi un dossier technique sur ce sujet-là sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur votre moteur de recherche préféré l'Europe des communes pour creuser certains sujets. Et autre slide qui peine un peu à s'afficher. Valérie a mentionné bien concrètement comment aller chercher les appels à projets. Vous pouvez aussi aller sur un site qui est relativement nouveau, mais enfin que je pense à la plupart d'entre vous ont probablement croisé dans vos recherches de financement, qui s'appelle Aide Territoire. Et sur Aide Territoire, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des subventions et des aides, y compris même en ingénierie, etc., sur un certain nombre de sujets. Alors, vous y trouverez des aides européennes, mais vous ne trouvez pas seulement les aides européennes. En fait, vous trouvez tout. C'est une des forces de ce site. Mais si vous cherchez spécifiquement aussi des choses européennes, vous pourrez trouver dans cette très riche base de données les appels à projets en cours qui sont ouverts via un système de recherche avancée
par mots-clés et par géographie. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on avait pour vous. Un grand merci à Serge et Valérie. Et puis on va prendre quelques questions. Je crois que Serge a quelques questions sous les yeux auxquelles il pouvait commencer à répondre. Oui, merci Pierre. J'ai déjà répondu pas mal dans le chat. Voilà, j'ai essayé de donner des réponses en disant que c'était un mouvement ouvert et donc tous les niveaux de gouvernement, on va dire, en France et ailleurs en Europe aussi peuvent faire partie du mouvement. Le programme Digital Europe, en fait, est géré par la Commission directement. Ce sont des fonds directement gérés par la Commission et pas par donc les autorités au niveau des régions en France, avec des appels directs. Donc, comme j'avais signalé tout à l'heure, appels à projets ou des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre question? J'ai répondu, donc l'outil qui va permettre de mesurer la maturité, donc avec un petit questionnaire normalement qui doit être, dont on peut répondre au moins pour une ville moyenne en une demi-heure. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple et qui permet déjà d'avoir une idée de la situation. J'ai mis le nom, et donc il n'est pas encore disponible en ligne puisqu'il est en bêta-test en ce moment. Et notamment, on a la région Hauts-de-France qui est normalement en bêta-test là-dessus. En France, on a des régions, plusieurs régions en Europe qui sont en bêta-test. Il s'appelle l'Ordimas et il va être lancé le 2 octobre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Je ne sais pas si vous en avez noté d'autres auxquelles éventuellement je n'ai pas répondu. J'ai mis mon adresse mail au cas où les personnes veulent m'écrire directement. Voilà, avec le lien aussi sur le cadre européen d'interopérabilité pour les villes. Et puis sur les jumeaux numériques, c'est vrai que je n'ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Donc il y a un document, j'avais dit, de la Banque des Territoires. Donc j'ai mis le lien dans le chat aussi sur ce document-là, qui est bien fait donc de la Banque des Territoires et qui explique le jumeau numérique. Donc il y a un outil qui permet, évidemment, une fois qu'on arrive à collecter un certain nombre de données, donc c'est, je dirais, un petit peu la chose qui va faire avancer la ville dans la transition numérique, puisque qui dit jumeau numérique dit qu'on a besoin de données. Donc il faut déjà collecter, arranger et modéliser ces données, etc. Permet donc de prendre des décisions en temps réel, parce qu'on a une réplique en fait de ce qui se passe dans la ville. Alors, il y a des jumeaux numériques qui sont axés uniquement sur un domaine, par exemple le transport, où on va avoir uniquement le jumeau numérique de ce qui se passe au niveau de transport ou trafic, on va dire, dans la ville. Mais on en a aussi, par exemple, à Valencia, en Espagne, c'est la gestion de l'eau. Ils ont un jumeau numérique sur toute la gestion de l'eau de la ville. Et ils peuvent prendre donc des décisions quand il y a des fuites, je dirais par exemple rapides, peuvent rapidement prendre des décisions, ils s'en aperçoivent tout de suite, mais ils peuvent aussi planifier, faire des scénarios, si on fait telle et telle modification, quel impact ça aura. Et ça, c'est, je dirais, un des avantages du numérique, c'est de pouvoir créer des scénarios sur que ce soit l'implantation d'un nouveau gymnase, par exemple, quelle va être l'influence sur le bien-être, etc., mais aussi sur le trafic, sur la pollution. Pareil, si on décide de rendre une rue piétonne, quels vont être les avantages et les inconvénients. Et comme ça, on peut aussi entamer un dialogue avec les citoyens, avec le jumeau numérique, puisqu'on peut visualiser les choses. Voilà, donc c'est un outil très puissant de ce côté-là, qui permet donc de décisions à court terme et décisions sur des scénarios pour préparer et planifier des modifications au niveau de la ville et du fonctionnement de la. Quand je dis la ville, ça inclut évidemment tous les niveaux municipalités. Il y avait la question aussi sur les zones rurales. Aujourd'hui, je ne connais pas de jumeaux numériques sur les zones rurales, mais je pense que ça viendra. Par contre, sur le mouvement Living in You, on a des projets, un qui s'appelle Des Rural et un autre qui s'appelle Auroral, qui sont des projets qu'on fait avec la direction générale qui s'occupe de l'agriculture à la Commission, et qui sont axés sur développer des solutions numériques pour les zones rurales. Donc, je pense qu'il y a aussi tout avantage aux zones rurales à rejoindre Living in You, parce que ça permet d'avoir un dialogue, évidemment, avec d'autres régions qui ont les mêmes préoccupations, et avoir aussi ce qui se fait un petit peu ailleurs et bénéficier de la connaissance et des solutions des autres. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'on arrive vers la fin, donc sauf s'il y a une ou deux questions brûlantes auxquelles éventuellement je n'ai pas répondu, je vous rends la parole. On avait une question
probablement pour Valérie. Le FEDER peut-il être sollicité pour le cofinancement de postes de conseiller numérique au sein d'une collectivité? Alors oui, en général, en fait, les régions préfèrent que ça fasse partie d'un projet global où on va financer aussi des dépenses d'investissement, pas que des dépenses de fonctionnement. Ça, par contre, chaque région peut avoir une appréciation différente parce que techniquement, c'est un peu lourd des fois de justifier les RH en termes de papier, etc. Voilà, la justification financière. Donc certaines régions peuvent s'arrêter seulement au développement, au matériel, à la sous-traitance, etc. Donc je vous conseille de prendre plutôt contact avec l'autorité de gestion de votre territoire pour savoir ce qu'il en est réellement. Ok, eh ben on arrive au bout. J'en profite quand même pour rappeler, parce que je réalise qu'on est passé assez vite sur cette slide. Si vous êtes en recherche d'informations sur les financements européens et d'ailleurs sur les questions européennes au sens large, n'oubliez pas ce qu'on appelle les Europe Direct, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. C'est un maillage de points d'information à destination des citoyens, des collectivités, qui peut être complémentaire, parce qu'on a beaucoup parlé des autorités de gestion qui sont gestionnaires d'une poche un peu spécifique. Les Europe Direct ont une vocation à vous orienter sur un peu tout, toutes vos questions. On a mis la carte quelque part, mais on vous mettra une slide un petit peu plus détaillée des Europe Direct en France pour vous orienter dans la version qu'on va circuler. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été utile. Merci encore à Valérie et à Serge. Et nous nous arrêtons là. Un dernier point, pardon, je suis un peu lent aujourd'hui. On vous enverra les réponses par écrit aux questions que vous avez posées dans le chat. Comme ça, vous aurez le replay, les slides et les réponses aux questions au même endroit. Voilà, merci et bonne fin de journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.